beaucoup de structures sanitaires qui sont fermées, notamment 60 et 65, dont qui fonctionnent à minima, donc ce qui ne permet pas justement aux populations d'avoir accès à des soins de qualité. C'était justement l'occasion pour nous d'attirer l'attention et de justement indiquer que l'impact sur les soins de santé peut justement réduire un tant soit peu les conditions de vie des populations, notamment celles qui sont déplacées et qui sont obligées de faire des centaines de kilomètres pour justement avoir accès à des soins de santé de qualité. Bon, vous savez aussi bien que moi qu'une personne qui est malade et qui n'arrive pas justement à avoir accès aux soins de santé, à rencontrer du personnel soignant, peut justement voir sa maladie s'aggraver, peut aussi dans le pire des cas justement perdre même la vie. Donc c'est clair que le fait de ne pas avoir accès à des soins de santé de qualité et dans un délai assez limité peut justement réduire le niveau de vie et même justement entraver même la vie de certaines personnes. Donc c'est clair que c'est très important que toutes les personnes qui sont malades puissent justement avoir accès à des soins de santé et éventuellement aussi puissent justement que les infrastructures sanitaires puissent être fonctionnelles avec toutes les qualifications possibles pour justement permettre aux malades de pouvoir avoir des soins parce que sans santé, il n'y a pas de vie. Une personne en détention, c'est une personne qui est privée de liberté. Donc, elle peut être privée de liberté en lien avec une infraction que la personne a commise ou bien elle peut être privée de liberté dans le cas d'une situation de violence ou de conflit. Donc, le CICR s'intéresse particulièrement à toutes les personnes qui sont privées de liberté en lien avec des situations de violence ou des situations de conflit. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées et qui sont détenues parce que tout simplement, il y a la situation de violence ou la situation de conflit. Le CICR n'a pas de chiffres à partager, mais par contre, le CICR effectue régulièrement des visites dans certains lieux de détention, provisoires ou définitifs, que ce soit à Ouagadougou, à Fada ou à Djibo. Donc, c'est dans le but justement de pouvoir visiter les personnes qui ont été arrêtées en lien avec les situations de violence que connaît le pays et de pouvoir justement voir comment est-ce que ces personnes-là, dans quelles conditions ces personnes-là sont traitées et entretenir un dialogue afin que ces personnes-là puissent bénéficier des meilleures conditions de détention. Vous savez, la particularité du CICR, c'est d'être une organisation humanitaire qui aussi est assez confidentielle, notamment dans les activités qu'elle mène dans les lieux de détention. C'est cette particularité justement qui nous permet de pouvoir y accéder, de pouvoir justement travailler, de pouvoir avoir un dialogue direct avec les autorités pénitentiaires. Donc c'est tout juste s'assurer justement que les détenus, où qu'ils soient, ils ont justement accès aux soins de santé, ils ont accès à l'eau, ils ont accès à la nourriture. Et justement, c'est tenant compte du dialogue ou du constat qui est fait que le CICR peut proposer des mesures. Mais pour le cas du Burkina, franchement, nous n'avons pas de remarques hormis celle-ci à faire. Il n'y a pas de standard du CICR, hein. Il y a simplement le standard du droit international des droits de l'homme que le CICR s'efforce justement de mettre un peu sur la table. Il y a également les normes également que prévoit le droit international humanitaire. Et les standards, ce sont les standards minimums qui sont garantis par la Constitution du Burkina Faso. C'est la préservation de l'intégrité physique, le droit à la santé, le droit à l'alimentation et justement le fait de pouvoir être dans de bonnes conditions de détention. Donc, je pense que c'est les conditions ou les règles minimales qui sont garanties par les droits de l'homme et le droit international humanitaire que le CICR justement tente justement à dialoguer avec les autorités pénitentiaires pour que toutes ces conditions-là puissent être réunies. C'est vrai que nous avons aussi lu l'information comme tout le monde dans les médias, mais je pense que c'est un processus effectivement qui tend à permettre aux familles des personnes qui sont détenues de pouvoir leur acheminer la nourriture. Mais il y a des voies beaucoup plus autorisées vraiment que la nôtre pour pouvoir dire dans quel circuit est-ce que cela peut se passer, éventuellement si ça n'aboutit pas, quelles peuvent être les raisons. Mais dans tous les cas, il y a effectivement un dispositif qui prévoit que les membres des familles des personnes détenues puissent contribuer à l'alimentation de leurs proches et suivant certaines conditions. Ok, je pense que là, pour la définition, nous allons revenir simplement à ce que le droit international humanitaire dit.
C'est un ensemble de règles internationales qui sont applicables uniquement en temps de conflit armé et qui visent justement à limiter autant que faire se peut les conséquences de ce conflit, qui protège justement les personnes qui ne participent pas. Quand on parle de personnes qui ne participent pas directement, ce sont des personnes qui ne participent pas aux hostilités, qui ne prennent pas les armes et tout ça, et qui protège les personnes qui ne participent plus. On est dans l'hypothèse d'une personne qui a participé, mais du fait d'être blessée, malade ou simplement en détention, ne peut plus participer. Donc toutes ces personnes-là ont droit justement au respect et ne doivent pas être attaquées. Je pense que la question serait peut-être qu'est-ce que le CICR fait peut-être pour assurer, pour justement attirer un peu l'attention sur le sort des personnes déplacées, parce que les personnes déplacées sont des personnes qui ont été obligées de fuir des situations de violence. Et ce que nous faisons, c'est justement la conférence de presse que nous avons faite pour attirer l'attention sur les difficultés en termes d'accès aux soins de santé. Ce que nous faisons également, c'est tout ce que nous apportons comme appui en termes d'eau, en termes d'hygiène, en termes d'assainissement, en termes de nourriture, en termes d'articles ménagers essentiels. Et c'est également le dialogue que nous avons avec toutes les parties prenantes pour justement s'assurer que les règles applicables puissent l'être et justement veiller à ce que les personnes qui doivent être protégées puissent l'être. Donc voilà un peu comment le CICR peut vraiment mettre en œuvre son mandat de protection des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités. Je le disais tantôt, le CICR est une organisation qui travaille suivant quatre principes fondamentaux essentiels, bien que sur les 7, nous avons l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Et nous avons surtout un mode d'action qui est assez confidentiel. Donc, ce qui permet justement au CICR de pouvoir travailler à pouvoir établir un contact. Vous conviendrez avec moi que si aujourd'hui on devrait exposer tout ce que le CICR fait, c'est probable que demain, on ne puisse pas en faire autant. Donc, disons que le CICR s'efforce en tout cas de pouvoir parler avec toutes les personnes impliquées dans une situation de violence, que ce n'est pas simplement au Burkina Faso, c'est partout où il y a des situations de violence où le CICR est présent qu'il s'efforce de le faire. Pour cette année, le CICR intervient essentiellement dans 3 régions. Nous avons la région du Sahel, essentiellement dans la province du Soum. Et bientôt, en cette fin d'année, nous allons intervenir également dans l'Oudalan. Nous avons la région du Nord, donc dans laquelle le CICR intervient, et nous avons la région de l'Est. Donc, globalement, les actions que nous menons, c'est des actions de protection. Quand je parle de protection, c'est protection des personnes détenues et protection également des personnes déplacées, des personnes qui ne participent plus. Nous avons également tout ce qui est volet assistance. Dans l'assistance, je mets l'assistance en termes de soutien alimentaire, je mets l'assistance en termes d'articles ménagers essentiels, je mets également l'assistance en termes d'eau, d'hygiène et d'assainissement, et je mets aussi l'assistance en termes de santé. Il y a enfin également la question du rétablissement de liens familiaux, parce que vous voyez, quand les situations de violence éclatent, très souvent les familles sont dispersées, et après on a souvent besoin, une fois qu'on est dans un endroit sécurisé, on a besoin d'avoir des nouvelles du proche perdu de vue, et le CICR aide justement les familles dans ce cadre-là à pouvoir rétablir le lien avec les membres de leur famille. On n'a peut-être pas des chiffres par rapport aux familles séparées, mais par contre, on sait simplement que l'année dernière, nous avons réussi à réunifier 2 enfants du Burkina Faso qui s'étaient retrouvés au Mali. Donc, avec la coordination entre les délégations de Bamako, d'Abidjan et de Ouaga, nous avons pu réunifier les 2 enfants là avec leur famille dans le nord. Et je pense que ça, c'est une joie pour nous quand on arrive à le faire. À côté de ça, il y a également les messages Croix-Rouge que nous récoltons, que ce soit dans les lieux de détention ou bien au niveau des camps de personnes déplacées, que nous arrivons justement à distribuer. Et très souvent, quand c'est le cas, vous voyez que les familles ils reçoivent une lettre de la Croix-Rouge, ils ne savaient pas que leur membre ils savaient pas que le membre en question était encore vivant, donc ça fait du chaud au cœur. Donc, on a effectivement des nombres, par exemple, on sait qu'entre janvier et juin 2019, il y a 66 messages Croix-Rouge qui ont été collectés dans les lieux de détention et 40 messages Croix-Rouge, par exemple, qui ont été distribués. Donc là, par exemple, c'est les chiffres que nous pouvons aussi partager par rapport à ce que nous avons fait.
Comme vous le savez, on a un principe clé qui est le principe de la neutralité, donc, et de l'impartialité, et surtout le fait que notre activité, toutes nos activités reposent sur l'acceptation que nous visons à construire auprès des communautés. Donc, de ce fait, il est vraiment difficile pour nous de pouvoir travailler avec une escorte. Et là, on communique vraiment là-dessus, sur le fait que notre modus operandi, nos principes fondamentaux ne nous permettent pas justement de pouvoir travailler sous escorte, bien que toutes les activités soient notifiées aux autorités pour qu'ils puissent savoir ce que nous allons faire, comment est-ce que nous allons le faire et pour qui est-ce que nous allons le faire. Mais nous travaillons justement à pouvoir asseoir notre accessibilité sur l'acceptation que nous avons auprès des autorités et aussi auprès des communautés. Donc, du coup, la question d'escorte, je pense que ce n'est pas aussi une question qui est très nouvelle, mais depuis lors, le CICR a toujours gardé justement à cœur le respect de ses principes fondamentaux et a toujours œuvré à travailler justement sans escorte, tout en notifiant aux autorités et justement en travaillant à asseoir une acceptation auprès de toutes les parties. Je pense qu'il y a différents canaux. C'est vrai qu'il y a des canaux de proximité qui sont relatifs au fait de pouvoir réaliser des sessions de sensibilisation avec eux, mais également tout ce que la com publique peut faire. Donc, tout ce que nous pouvons faire au travers des émissions radiophoniques, donc, que nous faisons pour justement passer le message sur ce que le CICR fait, sur justement les règles humanitaires qui s'appliquent lorsqu'il y a situation de violence, situation de conflit. Et également tout ce que nous pouvons faire comme animation, les théâtres, forums, dans les communautés, tout ce que nous pouvons faire comme sensibilisation. Et même, souvent, simplement, nous pouvons prendre des crieurs publics pour juste passer certains messages clés. Donc, je pense qu'au-delà d'un contact direct avec toutes les parties prenantes dans une situation, il y a également des canaux privilégiés justement que la communication public au sens large peut nous offrir, que ce soit par le biais de la radio, de la communication en ligne, de la télévision, par des émissions qui sont très spécifiques, qui sont ciblées, mais aussi qui font souvent appel à des témoignages de personnes qui ont vécu des situations ou bien qui retracent aussi certaines situations que des personnes vivent pour justement attirer l'attention, pour dire que c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Mais également un canal qui est très privilégié, c'est de commencer dès la base, notamment au niveau scolaire. Nous l'avons entamé avec des concours scolaires que nous faisons pour les enfants du CE1 au CM1. Et on se rend compte que si dès la base, dès leur petite enfance, s'il y a des principes qui sont injectés au niveau des enfants, c'est clair que quand ils grandiront, ils vont garder aussi cela et ça va vraiment cultiver un milieu plus favorable au respect de l'être humain, au respect du prochain. Donc, le défi majeur pour le CICR et même pour les autres acteurs humanitaires, c'est justement de pouvoir accéder partout où toutes les populations qui sont dans le besoin se trouvent en toute sécurité. Je pense que c'est l'un des défis que nous avons et c'est ce sur quoi nous travaillons le plus. Ça, c'est un. Le second défi, c'est également de pouvoir avoir les moyens pour pouvoir prendre en charge toutes les personnes qui sont affectées par cette situation. Vous voyez que nous sommes aujourd'hui à 280 000 personnes déplacées, donc il nécessite des assistances sous plusieurs formes. Et actuellement, je pense que nous sommes encore en train de pouvoir réunir les moyens nécessaires. Donc, il nous faut accéder aux personnes, mais il nous faut également les moyens matériels, humains et logistiques nécessaires pour pouvoir leur procurer le minimum vital. D'accord. Merci bien, madame. Merci.